Yves Citon, je suis enseignant de littérature. J'ai longtemps vécu au XVIIIe siècle et là j'essaye de comprendre un petit peu ce qui nous arrive au début du XXIe. C'est pas facile, j'y comprends pas grand-chose, mais j'essaye et puis c'est intéressant. D'accord, alors c'est effectivement un livre qu'on a écrit avec un ami qui est plus jeune que moi, qui s'appelle donc Génération collapsonaute, pour montrer que nous on appartient à deux générations différentes, qu'on voit les choses différemment et pourtant on partage un certain nombre de choses. Et en particulier, on partage alors un intérêt pour la collapsologie, pour ces gens qui nous annoncent que le système économique, productif, nos formes de vie actuelles ne sont pas soutenables. Donc ça c'est le discours de la collapsologie qui nous met devant un certain nombre de chiffres, un certain nombre de faits qui sont un petit peu difficiles à digérer. Et on a repris ce mot d'ailleurs des mêmes collapsologues, c'est Servigne et compagnie, qui parlent dans quelques rares endroits de collapsonautes. Et l'idée de, ce qui nous plaît dans Collapsonaute, c'est qu'on ne se demande pas s'il va y avoir une catastrophe, quand il va y avoir une catastrophe, mais on se dit, notre monde capitaliste, extractiviste, moderne, appelez ça comme vous voulez, est déjà en train de se déliter, il est déjà en train de vivre plein d'effondrements, et des gens en Afrique se sont déjà fait effondrer depuis des siècles avec la colonisation, en Afrique ou ailleurs, donc ce n'est pas qu'il y a un effondrement qui va arriver à l'horizon de 2030 ou 2050, il y a des effondrements déjà en cours, donc il ne s'agit pas de se demander quand ou comment, mais de naviguer, collapsonaute, de naviguer ces effondrements en cours, et que ça risque d'être plus difficile pour nous parce que nous avons profité de plein de luxe, nous ne sommes pas très bien équipés pour ça. Ça risque d'être difficile aussi pour des gens en Afrique parce qu'ils sont beaucoup plus exposés à des choses beaucoup plus cruelles et moins protégés que nous, mais peut-être qu'on a beaucoup de choses à apprendre de leur survie, leur vie, leur plaisir, leur capacité de réparation dans des mondes déjà endommagés. Et donc il s'agit de passer de l'effondrement au singulier à des effondrements, pas forcément à l'avenir, mais qui ont déjà commencé et comment on peut naviguer là-dedans. Alors, il y a déjà de l'injustice, il n'y a pas besoin forcément d'en créer, il y a déjà plein d'injustices, ça va peut-être exacerber certaines injustices, parce que justement, nous en Europe, par exemple, nous sommes mieux protégés, nous avons plus d'argent peut-être pour nous protéger, mais qui va peut-être, et là on ne fait pas du tout œuvre de prophète, parce qu'on ne sait pas, mais peut-être qu'en même temps qu'on est plus protégé par des infrastructures, par de la richesse, peut-être qu'on est plus vulnérable individuellement, à savoir que nous, on ne sait pas comment cultiver un champ, ou que nous, on ne sait pas comment se nourrir, alors que peut-être d'autres populations qui sont plus exposées à certains risques ont cultivé des capacités de survie peut-être plus fortes que nous. Et c'est un peu de voir, alors vous parliez d'injustice, effectivement, nous on parle beaucoup d'inégalité, parce qu'un des problèmes du discours sur l'effondrement, c'est de le conjuguer au singulier, de se dire que ça va s'effondrer, alors que le mettre au pluriel, c'est dire qu'il y a des inégalités qui existent, qui vont se reproduire sous des formes différentes, peut-être qu'ils vont s'inverser, mais que c'est à partir des inégalités sociales en particulier, qu'il faut penser ces effondrements. Très différentes, on peut en lister quelques-unes. Il y a d'une part la conscience soit obscure, soit intime, soit une sorte d'évidence qu'on n'explicite pas souvent que c'est pas tenable, ce qu'on fait à nos environnements, ce que nous nous faisons les uns aux autres, ce que nous nous faisons peut-être à nous-mêmes, que là il y a quelque chose d'insoutenable, on le sait un petit peu mais on essayait de le cacher et là on a des statistiques, on a des courbes exponentielles qui nous disent que c'est pas soutenable, donc on peut un peu s'appuyer là-dessus pour objectiver un sentiment qu'on pouvait avoir. Donc on peut dire une vérité qui n'était pas vraiment dissible avant. Pour d'autres milieux ou pour les mêmes personnes, il y avait une sorte de renoncement à l'idée de la révolution, à l'idée qu'on va dépasser le capitalisme, on va pouvoir changer d'ordre social. Et puis quand on a essayé, ce n'était pas forcément satisfaisant et il y a eu peut-être quelques décennies où on s'est dit tiens, c'est plus possible, on ne peut plus rêver de ça. Là, un des charmes et un des problèmes de la collapsologie, c'est de nous dire que de toute façon, il n'y a pas besoin de faire la révolution, ça s'effondre tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour naviguer cet effondrement? On n'a pas besoin de prendre les palais d'hiver, on n'a pas besoin de se coaliser pour éjecter le capitalisme, il va s'effondrer tout seul. Ce qui, je crois, est peut-être un petit peu lénifiant, c'est peut-être un petit peu facile, mais ça correspond peut-être aussi, dans certains milieux, peut-être très
très limité, à cette espèce d'espoir d'un effondrement qui serait une émancipation de quelque chose. Et puis je crois qu'il y a aussi des angoisses, il y a simplement des peurs qu'on a, et que de même qu'on regarde des films d'horreur, de même que les films catastrophes ont un grand succès, il y a dans notre imaginaire quelque chose qui nous fascine à partir de la catastrophe et de l'effondrement, et que ça aide aussi à faire vendre des livres. Et donc le paradoxe dont on parle, dont on part au début, c'est de dire que c'est quelque chose qui en fait nous génère des crises cardiaques, parce que si on réfléchit, enfin si on prend au sérieux ce que nous disent les collapsologues, c'est vraiment paniquant. Donc il y a crise cardiaque et coup de cœur, parce que effectivement du point de vue de vente des livres, quand on va à la FNAC, il y a un petit coup de cœur parce que c'est le livre qui nous a séduit. Et c'est cette espèce de paradoxe, d'ambivalence, de désorientation, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, est-ce qu'il faut rêver, est-ce qu'il faut craindre, qui nous semble caractériser, alors pas seulement notre époque, mais s'exacerber à notre époque, et c'est de ça qu'on essaye de rendre compte, sans du tout prétendre avoir la solution, la réponse, ou de savoir ce qui va se passer. Alors justement, ça c'est mon camarade Jacopo qui a introduit cet élément-là. Je ne me serais jamais venu à l'idée parce que je suis peut-être trop vieux ou trop conventionnel, mais lui a tout à fait été sensible au fait que lorsque quelque chose tombe, ça nous fait rire. Et de se dire, bah tiens, on peut relire toute une série de choses et les trouver comiques. L'exemple qu'on prend aussi, c'est une très très belle enquête qui a été faite par Kate Brown, qui va sortir en français chez Actes Sud, je pense, cette année, sur Tchernobyl, enfin sur ce qui s'est passé après Tchernobyl. Et c'est à la fois une horreur absolue, et quand on voit l'incompétence, l'arrogance, le côté complètement perdu d'officiels, de politiciens, etc., on peut tout à fait regarder ça et éclater de rire à quel point ils sont ridicules, à quel point nous sommes ridicules. Et donc on se disait que, bah oui, c'est tragique, oui, ça fait peur, mais de repérer ce qu'il y a aussi peut-être de comique là-dedans, c'est une façon de ne pas y succomber, de prendre un peu de distance, parce que je crois qu'un des problèmes, c'est ça, c'est comment prendre de la distance face à quelque chose qui est effectivement réaliste, donc il ne faut pas le nier, il faut dire que c'est là, et comment ne pas être absorbé par ces perspectives d'angoisse et garder un peu de marge de manœuvre pour faire autre chose, pour penser différemment, pour peut-être rire au lieu de pleurer à certains moments, même si ça ne va pas être toujours rigolo. Alors là, il y a effectivement un des chapitres du livre qui est consacré au fait que la façon dont nous définissons habituellement l'attention, c'est de se focaliser sur quelque chose. Là, par exemple, je regarde votre visage, vos yeux, etc., pour savoir si vous appréciez ce que je dis ou pas. Donc là, être attentif, c'est se focaliser sur quelque chose, isoler une figure d'un fond. À savoir, je ne regarde pas ce qu'il y a derrière vous, que vous regardez vous. Et on essaye de faire une analogie entre ce qu'a fait la modernité, qui a extrait par les sciences, par les techniques, tout aussi, qui a extrait des figures à partir du monde environnant. Les figures, c'est à entendre aussi comme des chiffres, hein, les figures de la croissance du PIB, des figures de profit, des figures de choses qui sont importantes, des stars, etc. Et toute la modernité a été, et c'est merveilleux, une construction de connaissances qui consiste à traduire des choses qui étaient floues en des choses qui étaient claires et distinctes, nous dit Descartes. Donc, des figures, on voit ce que c'est. Et en faisant ceci, qui est merveilleux, on a malheureusement ignoré ce qui restait au fond. Et peut-être que l'écologie, c'est justement prendre conscience ou se rendre attentif à ce qui reste au fond, aux environnements et pas seulement à ce qu'on peut extraire à travers des politiques extractivistes parce qu'on va y trouver du profit, qu'est-ce qu'on peut extraire comme ressources, qu'est-ce qu'on peut extraire comme profit, mais de regarder ce qu'il y a derrière, ce qui reste derrière. Et là, c'est un geste fondamentalement écologique qu'on essaye d'articuler en termes de figure et de fond. Tout à fait. Alors le titre du livre a changé petit à petit, mais un des titres qu'on avait au début, c'était « Perspective au pluriel d'effondrement ». Et on peut dire que les 8 chapitres apportent chacun une perspective différente pour non pas considérer l'effondrement, mais différentes faces, différentes façons d'approcher des effondrements qui eux-mêmes sont pluriels. Donc regarder ou considérer ces perspectives d'effondrement de façon pluraliste et en questionnant la perspective elle-même, il y en a plusieurs, et quelle est celle qu'on adopte, ça c'est un petit peu la prémisse du livre. Et après, alors ce qu'on essaye de faire, vous dites, on ne répond pas à la question quoi faire ou qui combattre,
On essaye même un petit peu de neutraliser l'idée qu'il y ait forcément un ennemi ou qu'il faille combattre. On essaye de questionner dans la fin du livre la notion de la politique comme se trouver des ennemis. Il nous semble que dans ce moment historique, une des choses qui nous paralyse, c'est justement, en particulier que les forces écologistes ou les forces de gauche passent leur temps à faire des petites sectes, qui passent leur temps à se scinder et à ne pas se rassembler, et que oui, il faut jouer certains conflits. Oui, le capitalisme, s'il existe comme tel, ou en tout cas les gens qui profitent du capitalisme ne vont pas abandonner le bateau comme ça. Donc il peut y avoir des moments de tension, mais que la rhétorique politicienne ou politique du conflit, des ennemis, de la lutte, etc., il faut autant s'en méfier que de reconnaître parfois sa nécessité. Alors, il y a tout un chapitre où, justement, on essaye de dire un peu par provocation que l'effondrement est déjà écrit. Qu'en fait, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour imaginer ce que ça pourra être. Et là, on se base sur deux critiques littéraires, un qui s'appelle Dominique Janvray, un qui s'appelle Pierre Bayard, qui les deux, un peu par provocation, mais de façon pour nous très instructive, nous disent, en fait, le Titanic, ce qui est arrivé au Titanic, était déjà écrit avant. Ça, c'est Pierre Bayard qui exhume un texte qui a été écrit plusieurs mois, je crois, ou plusieurs années avant que le Titanic ne sombre, et qui décrit un grand paquebot, enfin il décrit ça, sauf qu'il a écrit plus tôt. Et on se dit, tiens, il y a dans la littérature, il y a dans la fiction des écritures qui nous disent déjà, on n'a pas besoin de se projeter, on n'a qu'à lire certains textes, alors on en prend quelques-uns, on pourrait en prendre plein d'autres, dont Alain Damasio, pour dire, voilà, ces effondrements, ils sont déjà écrits, lisons ceci, et donc le côté un petit peu provocateur, c'est de dire, vous les ministres qui payez plein de scientifiques à faire plein de courbes très sérieuses, c'est très bien de payer des scientifiques à faire des courbes très sérieuses, mais peut-être que vous devriez aussi valoriser les études littéraires comme une forme de prospective, et la composition et l'analyse de fiction peut nous apprendre autant que d'aligner des chiffres. Et c'est très bien d'aligner des chiffres, il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire ça contre l'autre, mais que c'est un complément qu'on néglige et qu'on méprise assez généralement, et peut-être qu'on a tort. En tout cas, c'était un plaisir d'être là.